C'est maintenant le moment de poursuivre cette matinée sur les épaules des géants, un événement proposé par la ville du Havre en partenariat avec le Collège de France, le CNRS, le CNES, Universcience et l'Université Le Havre Normandie. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Je suis ravi de vous accueillir ici, au Petit Théâtre, pour une masterclass exceptionnelle, puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui un prix Nobel, Jean-Pierre Sauvage, qui est prix Nobel de chimie 2016 et que j'invite à me rejoindre sur la scène. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre Sauvage. Jean-Pierre Sauvage, bonjour. Bonjour Mathieu. Bienvenue au Havre. Merci. Vous êtes donc prix Nobel de chimie, comme je viens de le dire. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg et fondateur du laboratoire de chimie organo-minérale. Vous avez également été professeur à l'Université Northwestern de Chicago et vous avez effectué votre thèse de doctorat sous la direction de Jean-Marie Lehn, qui lui-même a reçu le prix Nobel de chimie en 1987. Une telle parenté est suffisamment rare pour la signaler. Vous avez été actif dans de nombreux domaines, notamment liés à la chimie moléculaire des métaux de transition. Vous êtes spécialiste de la photochimie et de la photolyse de l'eau. Et vous avez reçu donc le prix Nobel en 2016, je le rappelle, pour vos travaux sur la synthèse et la conception de machines moléculaires complexes. C'est aujourd'hui de ces moteurs moléculaires, véritables micro-machines, en particulier indispensables au fonctionnement du vivant, dont vous allez nous parler maintenant dans un petit éloge de la chimie. C'est le titre que vous avez souhaité donner à votre conférence. Ce faisant, vous insisterez sur la capacité des chimistes à créer des assemblages moléculaires complexes. La chimie, dites-vous, capable de fabriquer presque tout. Avant de vous céder la parole, Jean-Pierre Sauvage, j'ajoute que vous m'avez autorisé, ainsi que vous, public, à vous couper la parole durant votre présentation avec nos remarques et nos questions pour que cette masterclass soit la plus interactive et vivante que possible. 2 micros circulent dans la salle pour vous, public, à cet effet. Jean-Pierre Sauvage, c'est à vous. Merci Mathieu. Je vais déjà éviter ce gros phare. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc nous allons parler de machinerie moléculaire. Et tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de ce magnifique événement. Donc, ça n'est pas la première édition, si j'ai bien compris, notamment Monsieur le maire, Ludivine Rouzès, avec qui j'ai été beaucoup en contact au cours de ces derniers mois, ainsi que ses collègues. Donc, c'est un plaisir de vous rendre visite au Havre, ville que je connaissais très peu, et de faire un exposé au cours duquel, j'espère, vous aurez envie de m'interrompre. Sentez-vous libre de m'interrompre. Bien sûr, sous l'autorisation de Mathieu. Je pense que nous ne nous gênerons pas pour ça. Parfait. Nous aurons sûrement des tas de questions à vous poser. C'est parfait. Alors, je suis désolé, je pensais qu'il y aurait des très jeunes gens. Donc, mon introduction va sans doute vous paraître naïve. Et je me suis dit qu'il serait assez bon de faire une petite leçon de chimie moléculaire, dans la mesure où quelqu'un m'avait dit qu'il y aurait des collégiens, mais je crois que vous êtes tous des grandes filles et des grands garçons. Un petit rappel n'est jamais inutile, je pense. Pardon? Un petit rappel n'est jamais inutile. Un petit rappel, non, sans doute. Donc le tableau de Mendeleïev, alors c'est juste pour dire que les Russes sont peut-être pas très gentils en ce moment, mais ils ont eu de très très grands savants. Et Mendeleïev est l'un des savants, je pense, les plus admirables et les plus admirés, dans la mesure où il a proposé le tableau périodique, pas ce tableau périodique, pas aussi complet, mais ça a permis de comprendre que l'univers était composé d'éléments, d'atomes, et un nombre fini d'éléments. Donc l'univers, c'est quand même pas banal de se dire que l'univers, malgré ses dimensions qui sont très très difficiles à appréhender, même totalement impossibles, est composé d'éléments, les mêmes éléments que ceux qui sont sur notre petite planète. Ça, c'est Dmitri Mendeleïev, donc un Russe, comme je le disais, qui est très, très célèbre pour les chimistes et pour les physiciens, bien sûr.
voilà, né alors à Saint-Pétersbourg, donc décédé à Saint-Pétersbourg, qui est responsable de ce tableau. Et vous devez savoir que ce tableau périodique a beaucoup d'importance pour tous ceux qui ont un smartphone. Dans votre smartphone, vous avez des dizaines et des dizaines d'éléments de ce tableau dont on vient de parler. Ça peut surprendre. Je pense que ça peut aller jusqu'à 50 éléments. Donc, ça donne une importance, peut-être, aux éléments de ce tableau périodique. Alors, tout d'abord, une molécule. Donc, désolé pour l'aspect naïf des quelques diapos qui vont suivre. Une molécule est un assemblage d'atomes reliés par des liaisons. Je pense que je n'apprends pas grand-chose à qui que ce soit. Je prends quelques exemples simples, quand même. La molécule d'eau, avec ses deux atomes d'hydrogène reliés à un atome d'oxygène. Le dioxyde de carbone, donc, qui apparemment, pour beaucoup de gens, est un poison épouvantable. Il faut savoir que sans dioxyde de carbone, il n'y a pas de vie. Vous le savez sans doute, mais la photosynthèse est fondée sur l'utilisation du dioxyde de carbone, qui va être transformé en molécules organiques, en tissus, en sucre, etc. par les plantes. Et c'est ce qui permet à tous les mammifères de vivre, et bien sûr à tous les végétaux. L'oxygène, l'azote, alors on peut remarquer que le nombre de liaisons a une influence sur la stabilité des édifices. Et l'azote est l'une des molécules les plus difficiles à rompre, ou à dissocier. Ces deux atomes d'azote ici sont liés l'un avec l'autre pour la vie. Et là, dans ce cas-là, la vie est très très longue. Alors, on va voir des molécules un peu plus compliquées. Bon, le benzène, là encore, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Le benzène est composé de 6 atomes de carbone disposés en hexagone. Et ces atomes de carbone sont reliés à des atomes d'hydrogène, dans la mesure où il nous faut 4 liaisons autour de chaque atome de carbone. Plusieurs manières de représenter le benzène. Ça, c'est, disons, une manière historique, mais qui a complètement disparu. Et voici une autre manière, qui est encore très utile, ou cette autre manière-là encore, qui est plus correcte dans la mesure où les 6 liaisons carbone-carbone sont strictement identiques dans le benzène. Donc ça s'appelle l'aromaticité, et on ne va pas discuter de ça. Une convention qu'il est absolument essentiel de retenir, c'est que dans l'hexagone du benzène, l'atome de carbone n'est plus représenté par CH, mais c'est simplement le sommet de l'hexagone. Et on va retrouver ça tout le temps. On ne représente plus les atomes de carbone, on n'écrit plus C, simplement dès qu'on voit un coude, dès qu'on voit un sommet, on sait que c'est un atome de carbone relié à 2 atomes d'hydrogène. Une molécule beaucoup plus compliquée maintenant, c'est pour montrer toute la puissance, toute l'imagination des chimistes, la brévétoxine A. Donc la brévétoxine A est le produit d'une synthèse. Donc voici un mot absolument essentiel. La synthèse organique, c'est une technique, une science même, qui nous permet de fabriquer des molécules simples, des molécules complexes, des molécules extrêmement complexes. Et dans ce cas-là, on n'est pas loin du record. Donc vous voyez tous ces atomes de carbone qui ne sont pas indiqués. En plus, il y a une stéréochimie, on ne va pas du tout discuter ça. Mais c'est une molécule extrêmement complexe. Et Casey Nicolaou, donc un grand prof en Californie, avec son équipe, a réussi à fabriquer cette molécule, qui est une molécule, c'est une substance naturelle, hein, elle existe dans la nature, dans des marées rouges, enfin, c'est des organismes marins, disons, qui l'utilisent comme poison pour se défendre. C'est l'un des poisons les plus toxiques qui existent. Et ça a représenté 12 années de travail pour une vingtaine de chercheurs. Donc un peu plus de 2 siècles de travail pour fabriquer cette molécule. Et si vous avez envie de me demander mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette molécule, je vais vous répondre tout de suite.
parce qu'il y a le défi, est-ce qu'on peut faire une molécule d'une telle complexité lorsque l'on est un être humain ou un groupe de chimistes? Et sur le chemin, quand on fabrique cette molécule, on rajoute des tas d'outils à la boîte à outils du chimiste de synthèse, qui a besoin de milliers et de milliers d'outils, outils signifiant des nouvelles réactions chimiques qui vont permettre de faire avancer toutes ces techniques de synthèse. Et voilà, donc ça a été très très motivant et salué par la communauté internationale comme il se doit. Je me permets de vous interrompre. Vous disiez une molécule bien compliquée, très complexe, qui a été donc synthétisée par des chimistes. Est-ce qu'aujourd'hui, les chimistes sont capables de faire des molécules aussi complexes que le vivant? Ou est-ce que le vivant nous domine encore dans la complexité chimique? Non, c'est une question extrêmement importante. Disons, les chimistes sont capables de faire des molécules du vivant très très complexes. Maintenant, de là à fabriquer, par exemple, des enzymes complexes, le ribosome, qui est à peu près le record de complexité, on en est encore très 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 loin, sans aucun doute. Mais on progresse. Oui, mais on progresse, disons, c'est toujours pareil. C'est cette boîte à outils que l'on améliore en permanence, et peut-être que d'ici 50 ans ou 100 ans, on sera capable de faire le ribosome. Et c'est de ça que vous allez nous parler. Voilà. Donc une dernière dia pour l'introduction. En chimie et dans beaucoup de sciences, il y a des découvertes accidentelles. Et ces découvertes accidentelles, on appelle ça en anglais serendipity, et c'est en train de devenir un mot français, je crois. Et les gens ont trouvé une molécule qui est exactement l'équivalent d'un ballon de football, mais peut-être qu'on vous en a parlé aussi dans vos cours. Donc cette molécule est le fullerène C60, on a 60 atomes de carbone reliés entre eux. C'est un nouvel allotrope, une nouvelle forme de carbone, en plus du diamant et du graphite, et ça a été un choc pour beaucoup de gens. Ces gens ont découvert cette molécule, ou ils l'ont fabriquée, cette molécule, alors qu'ils avaient un projet de recherche qui a été totalement différent. Ils s'intéressaient aux molécules que l'on trouve dans l'espace, intersidéral. Il y a une quantité de molécules inimaginables dans l'espace, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas du vide, l'espace. Même si l'on a une molécule par litre, c'est-à-dire on peut calculer en gros le nombre de molécules qu'on a dans une galaxie, c'est monstrueux. Donc ils ont essayé de faire ces molécules, des molécules qu'on trouve dans l'espace, qui sont maintenant très bien identifiées. Et ils ont pris du graphite, ils l'ont bombardé avec des lasers très puissants. Ils pensaient que ça allait conduire à des molécules intersidérales. Pas du tout. Ça a conduit presque exclusivement à ce composé, ce C60, et ça a ouvert tout un domaine de chimie. Alors j'aime bien parler de C60 parce qu'en gros, ce composé a 1 nanomètre de diamètre. C'est un petit peu comme une sphère, 1 nanomètre. Et le nanomètre, en chimie, c'est vraiment la longueur de base. C'est celle des molécules, déjà un peu grande. Donc, il faut savoir ce que c'est, le nanomètre. On sait que c'est petit, 10 puissance moins 9 mètres. Mais pour beaucoup de gens, 10 puissance moins quelque chose, ça ne parle pas. Alors, je vais essayer de faire parler ce nanomètre. Le rapport entre le nanomètre et le mètre, on va dire que mon mètre est là, et le nanomètre, le rapport, c'est le même qu'entre celui entre un petit barreau de 35 cm et la distance de la Terre à la Lune. Donc ça, normalement, ça parle, et on se dit qu'un nanomètre, c'est vraiment, vraiment petit. Vous disiez, on ne s'attendait pas à découvrir du fullerène dans les expériences que vous avez citées. Oui. Première question, pourquoi, si on peut répondre en 2 mots? Et puis, au-delà, est-ce que ça veut dire que c'est difficile de prévoir le genre de molécules qu'on peut synthétiser une fois qu'on s'est donné les ingrédients de base? Oui. Alors, disons, ce cas particulier, disons, il est unique, pratiquement. La synthèse, c'est un truc de brut. On prend du graphite, on irradie ce graphite avec un laser extrêmement puissant qui va vaporiser des atomes de carbone
Ce n'est pas de la synthèse, en fait. C'est brûler du graphite sans oxygène, c'est décomposer du graphite. Donc, par chance, les atomes de carbone qui se retrouvent en phase gazeuse vont se recombiner pour donner ce C60. Personne n'avait prévu ça, mais on ne va pas appeler ça de la synthèse. Disons, on ne s'attendait pas à une telle complexité, étant donné le mécanisme de synthèse, même si je mets les guillemets à synthèse. Disons, c'est un accident heureux, mais ça ne correspond pas à une synthèse. Une question dans la salle. Je vous prête mon micro. Et donc, est-ce que la molécule fullerène existe dans la nature, indépendamment de la synthèse? C'est un très très bon point. Ça a été un débat pendant longtemps. Donc, les gens n'ont pas trouvé de fullerène facilement dans la nature. Mais ensuite, ils ont reproduit des conditions de combustion, par exemple d'incendie de forêt. Et dans des incendies de forêt, il est certain qu'il y a eu du C60 qui a été produit. Ça, c'est pas certain, parce que c'est d'une stabilité féroce. Mais disons, ça va se décomposer en siècles, sans doute, quelques siècles, mais c'est quand même d'une très très grande stabilité. Et dans l'espace, disons pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de fullerène, c'est-à-dire qu'ils avaient complètement raté leur manip, puisqu'ils voulaient faire des molécules intersidérales, mais on a découvert il y a peut-être une dizaine d'années du C60 dans certaines régions de l'espace. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Bah, disons, la plupart des molécules créées par les chimistes n'existent pas dans la nature. Et toutes celles dont je vais vous parler n'existent pas du tout dans la nature. Je vous en prie. OK ? Donc, là encore, des petits rappels. Il existe bien sûr deux grandes classes de molécules, les molécules naturelles et les molécules de synthèse. Donc, c'est juste pour vous rappeler que dans la vie, le monde biologique, on a des classes qui sont extrêmement importantes, comme les sucres ou glucides, les lipides, c'est le gras, les protéines, ce sont les enzymes. Ce sont disons, toutes les enzymes sont des protéines. Et bien sûr, il y a tout le matériel génétique qui doit être stocké avec l'ADN, acide désoxyribonucléique, ou l'ARN, acide ribonucléique. Une petite question, parce que les chimistes parfois sont irrités d'entendre que si j'achète un yaourt avec des colorants naturels, ça va être plus sain que si ce sont des colorants de synthèse. Non, je ne crois pas. Donc, pensez-vous que les molécules de la nature soient moins toxiques que celles fabriquées par les chimistes? Et les molécules de la nature, on peut très bien les retrouver dans des colorants qui ont été extraits de substances naturelles. Et peut-être que la purification n'est pas suffisante pour ne pas garantir de manière certaine qu'il n'y a pas un tout petit peu d'une molécule toxique. Donc je termine là-dessus et je réponds tout de suite à la question que quelqu'un veut poser. Au Japon, les gens sont friands de poissons et ils mangent, bien sûr, on le sait, du thon rouge, du saumon, etc. Et si vous êtes très riche et que vous allez au Japon, vous pourrez manger du fugu. Donc le fugu, c'est ce poisson globe ou poisson bulle. Et ce fugu a un foie, comme tous les poissons. Et dans ce foie, il y a des bactéries qui accumulent une molécule qui est la tétrodotoxine. Une jolie molécule, d'ailleurs, avec pas mal de symétrie et de groupements OH. Et cette molécule, c'est un poison d'une violence extrême. C'est pour ça que si vous voulez vous installer au Japon, devenir cuisinier dans un restaurant qui va servir du fugu, il vous faudra passer des examens très très sévères pour être certain que vous êtes capable d'extraire le foie de ce poisson sans contaminer la chair avec cette toxine qui est féroce. Donc la dose létale, c'est de 8 à 20 mg par kilo. Donc si vous calculez quelqu'un qui pèse 50 kg, etc., c'est tout petit, tout petit. Et c'est une molécule naturelle. Vous disiez, il y a une question dans la salle. Hein. Vous avez vu une main se lever quelque part? J'ai vu une main se lever tout à l'heure, oui. Est-ce que c'était le cas?
Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être quelqu'un Peut-être qui se une passait la question main tout à dans les l'heure. cheveux. Du coup, vous allez pouvoir poursuivre, Jean-Pierre Sauvage. Ok, merci. Maintenant, on va doucement se diriger vers les machines moléculaires. Donc il y a deux phrases ici, qui sont très importantes. Toutes les molécules de synthèse. Alors vous pensez qu'il y a eu beaucoup de molécules synthétisées par les chimistes? 10, 20... Combien peut-être un ordre de grandeur dans la salle? 10 000, j'entends des millions. Ouais, des millions. Des millions. Je ne sais pas combien, mais je crois que 8 millions en ce moment. Mais ça change, bien sûr, ça augmente toujours. Donc, les molécules de synthèse, on considère qu'elles sont immobiles, elles peuvent se distordre, disons se replier un peu, vibrer, mais on ne s'est pas intéressé au contrôle de leur mouvement. Disons, jusqu'à il y a très peu de temps, les molécules de synthèse, on disait elles sont immobiles, ça gigote un peu, mais c'est tout. On se fiche de leur mouvement. En biologie, la situation est totalement différente. Donc les mouvements moléculaires parfaitement contrôlés sont absolument essentiels et assurent énormément de fonctions de la vie. Donc ce sont des machines moléculaires et ces machines moléculaires peuvent être des moteurs rotatifs, des moteurs linéaires comme piston, cylindre, des marcheurs, donc on va avoir un exemple d'un marcheur, des molécules qui marchent sur la route, tranquillement, donc ils vont très vite en fait, des moteurs rotatifs, enfin toutes sortes de choses qui peuvent assurer la contraction, l'élongation, ça c'est des muscles, et presque toutes ces enzymes, ce sont des enzymes, ce sont des protéines motrices, et les protéines motrices sont partout. Donc ne soyez pas inquiets, hein. Elles sont au contraire totalement essentielles. Et si on empêche ces protéines motrices de bouger, la vie s'arrête. C'est très simple. Deux exemples. Donc on va parler de l'ATP synthase, puis de la kinésine. Alors l'ATP synthase, donc c'est l'enzyme qui permet de fabriquer l'ATP ou de dégrader l'ATP. L'ATP, qui a entendu parler d'ATP? Il y a quelques mains, là, quand même. L'ATP, c'est le fuel de la vie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les systèmes de transport des humains étaient fondés sur l'électricité ou le pétrole comme source d'énergie. Et la vie, elle est fondée sur l'ATP comme source d'énergie. C'est une espèce de fuel, c'est une molécule un petit peu compliquée qui est représentée à droite, celle-ci. Et lorsque l'on a besoin d'énergie, on va brûler, entre guillemets, de l'ATP, ce qui veut dire on va dégrader l'ATP en une autre molécule plus simple, l'ADP, adénosine diphosphate, on coupe ici. Et cette molécule, disons, elle a perdu tout intérêt, mais il faudra quand même la recycler. Parce que nous, quand on brûle de l'essence, par exemple, on balance dans l'atmosphère CO2 et H2O, plus d'autres trucs, mais CO2 et H2O, on ne va pas les recycler instantanément. Tout organisme vivant est beaucoup plus écolo que ça. Il va récupérer les déchets. Les déchets, c'est l'ADP, la forme dégradée de l'ATP, et il va recycler cet ADP pour réobtenir de l'ATP. Ce n'est pas un phénomène mineur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les jours, chacun d'entre nous refabrique à peu près la moitié de son poids d'ATP. La moitié de son poids. Des dizaines de kilos. Tous les jours, vous refabriquez des dizaines de kilos d'ATP à partir de l'ADP que vous avez produit en hydrolysant l'ATP, quand vous avez besoin d'énergie. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à peu près la moitié de notre poids, c'est de l'ATP-ADP. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on passe son temps à reformer de l'ATP mais à partir d'ADP, qui lui est déjà présent dans notre organisme. C'est ça, oui. On dégrade ou on hydrolyse l'ATP, on forme de l'ADP, et tout de suite, dès qu'on a de l'ADP, les cellules vont essayer de le transformer en la forme noble, l'ATP, et on arrive à faire ça grâce à l'énergie qu'on emmagasine, nourriture et respiration.
Mais disons, notre poids, ce n'est pas la moitié de l'ATP, hein, c'est tous les jours. C'est un phénomène cinétique, disons. Oui? Merci. Attendez. Le phare, là, est un peu dur, mais... Je ne suis pas sûre de bien comprendre l'expression le fioul de la vie, parce que alors moi, naïvement, et je suis vraiment incompétente en Je ne chimie. vous vois pas. Je suis là, Ouais, si vous voulez. Je pensais qu'on se nourrit... Enfin, je vais être anthropocentriste, hein, mais qu'on se nourrissait surtout de glucides, de protéines, enfin, de choses comme ça. Donc, l'ATP... c'est à quel rapport avec tout ce dont on se nourrit et qu'on connaît un petit peu plus? On ne mange pas d'ATP. Hein. On mange pas d'ATP, oui, voilà. La cellule ne va pas consommer des glucides. Quand elle a besoin d'énergie, elle ne va pas consommer des glucides, des lipides, des protéines, la cellule. Elle va consommer quelque chose qu'elle peut manipuler. Et ce qu'elle peut manipuler, c'est l'ATP. Donc si vous mangez des glucides, lipides, protéines, très bien pour vous, ça va conduire à la formation d'ATP. Par l'oxydation des aliments, qui est due à la respiration. Et cet ATP va se balader dans votre sang, va aller dans les cellules, va alimenter, disons, toutes les cellules. Et donc, quand je dis le fuel de la vie, c'est le fuel, disons, au niveau microscopique de la vie. Bien sûr, pas au niveau macroscopique d'un organisme comme vous ou moi. Ça répond à la question, je pense. Oui. OK. Une question au premier rang. Je vais vous donner mon micro. Bonjour. Comment vous avez dit que l'organisme crée l'ATP avec de l'ADP. Oui. Et que donc l'ATP est dégradé en ADP, qui après est reconstruit en ATP. Mais au point de départ, comment est-ce que il y a bien un moment donné où il faut créer soit l'un soit l'autre, non? Disons, l'ATP est créé par hydrolyse des aliments, enfin. Ah d'accord. Disons, en dégradant les aliments, c'est un petit peu la question de madame. L'ATP, c'est le fuel de la vie parce qu'on a mangé quelque chose qui a été dégradé, oxydé, etc. Et on obtient de l'ATP. En bout de chaîne. Donc l'ATP n'est pas construit uniquement avec l'ADP. Il est construit, donc l'ATP est construit avec les aliments. Avec les aliments, mais une fois qu'on a de l'ATP dans notre corps, il ne va pas être rejeté, il va être gardé, hydrolysé ou dégradé en ADP, et ensuite il y a ce système qui recycle, dont on va voir une vidéo, une belle vidéo. Est-ce qu'on pourrait résumer, même si c'est impropre ce que je vais dire, en disant ADP plus nourriture, ça permet de faire de l'ATP? Oui, c'est ça, oui, oui. Enfin, l'ATP va de toute façon conduire à de l'ADP, plus de l'énergie. L'énergie, c'est très souvent un gradient de protons, c'est une pile. Un gradient de protons des deux côtés d'une membrane. On va avoir beaucoup de protons d'un côté, très peu de protons de l'autre. Donc c'est vraiment une pile. Et ça, quand on hydrolyse de l'ATP, quand la cellule fait ça, c'est pour recharger sa pile, tout simplement. Une question au troisième rang. Oui, en fait, est-ce que c'est un processus commun à l'ensemble du vivant? Totalement commun. Donc, y compris pour les amibes, ou ça commence dès le début, quoi. C'est la base. Ça commence dès le début. Pour les archées, disons tout ce qui est extrêmement ancien, milliards d'années, est fondé sur l'ATP. Et sur cette enzyme, disons ATPase, ATPase signifiant que l'enzyme est utilisée pour hydrolyser, pour dégrader l'ATP, ou ATP synthase, c'est la même enzyme, utilisée pour reconstruire l'ATP. C'est un cycle. Et tout ce qui vit sur Terre, ailleurs, je ne sais pas, tout ce qui vit est fondé sur l'ATP. Je propose qu'on poursuive, et s'il y a des questions sur ces aspects-là, peut-être qu'on y reviendra en fin de conférence. Avec grand plaisir. Donc, je poursuis. Alors, cette ATP synthase, donc c'est une enzyme assez grande, enfin pas monstrueuse. Elle est, disons, à l'intérieur d'une membrane, elle traverse une membrane, comme beaucoup d'enzymes. Et on va voir que c'est un moteur rotatif.
Alors je crois que ce n'est pas un grand secret, c'est le moteur rotatif le plus important qui existe, bien sûr, puisqu'il permet aux organismes vivants de continuer à vivre. Donc voici une vidéo qu'on trouve, et qui n'est pas une vidéo de science-fiction, c'est sur le web. C'est une vidéo qui est fondée sur des centaines et des centaines d'études de l'ATP synthase et qui a conduit les gens à présenter ce système de manière un petit peu attractive. Donc ce que l'on a, c'est... Ici, on a une membrane à deux couches, une membrane de couches lipidique. Et tout ça, ça se trouve autour des mitochondries. On ne va pas rentrer dans les détails. Les mitochondries, ce sont les usines énergétiques. C'est celles qui s'occupent des problèmes d'énergie à l'intérieur des organismes vivants. Et ceci, donc, cet objet, c'est l'ATP synthase. Et on voit là qu'on a une espèce de cylindre, un gros cylindre, et un axe. Et l'axe traverse un ensemble de 6 protéines. Et ces 6 protéines, donc, forment un creux. Au milieu de ces 6 protéines, on a un creux. Et l'axe va se mettre à tourner quand il y a besoin de tourner. Alors, on va voir si ça marche. Voilà. Donc le système va se mettre en route, j'espère. Oups, désolé. Voilà. Donc ce sont des études très très précises. Ce n'est pas de la science-fiction. Là, on est dans le domaine des dizaines de nanomètres. Et ça tourne, vous voyez très bien, je pense. Ça tourne. Et en même temps, il y a des petits points blancs, là. Et les points blancs, c'est des protons. C'est-à-dire qu'on va faire passer des protons d'un côté de la membrane vers l'autre côté, ce qui va décharger la pile. C'est exactement ça. On décharge la pile parce qu'on a besoin d'énergie pour faire tourner. Et pour faire tourner, disons, on se rend compte que ça peut être très très utile. L'ADP, qui est la forme dégradée maintenant, arrive, se fait transformer en ATP qui repart. Donc là, on décharge la pile de ce côté-là et on fabrique l'ATP à partir de la forme dégradée et de phosphate inorganique. Donc voici le moteur rotatif le plus important du monde. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Pas de questions là-dessus? Mathieu, je continue? Je vous en prie, Jean-Pierre. Alors, une autre famille de molécules très importante, dynéine, kinésine, assure le transport dans les cellules, transport de molécules. Donc, dans la cellule, les molécules sont fabriquées dans des endroits. Ce sont des usines biosynthétiques qui fabriquent des morceaux d'ADN, des morceaux de protéines, des hormones, toutes sortes de choses. Mais c'est exactement comme les marchands de chaussures. Toutes les chaussures ne vont pas rester au même endroit. À un moment, il faut qu'elles soient distribuées. Donc les molécules qui sont fabriquées par ces usines biosynthétiques, il faut les transporter. Donc il va y avoir ce phénomène de transport. Et la cellule est organisée avec des tas de filaments qui la traversent, que l'on appelle des microtubules. Donc ceci, c'est une microtubule. C'est un objet auto-assemblé, un polymère. Et ces microtubules ont des formes cylindriques. Et sur ces microtubules, très longues, qui peuvent complètement traverser la cellule, on va avoir une petite machine. C'est un marcheur qui s'appelle la kinésine, dans ce cas particulier. Et cette kinésine, donc elle se met à marcher. Alors elle marche ou elle court. En fait, elle va très très vite, beaucoup plus vite que cette vidéo pourrait nous faire croire. Et si vous voyez cette énorme sphère qui est à l'arrière de la kinésine, cette énorme sphère est pleine de molécules qui doivent être transportées d'un point A à un point B et qui peuvent très bien traverser toute la cellule en moins d'une seconde. Ça va aller très vite parce que cette kinésine est un très très bon coureur. Et ensuite, les cellules
Les molécules vont arriver là où on en a besoin et la cellule va les utiliser. Cette image mouvante, c'est une vue d'artiste, j'imagine. C'est une vue C'est pas d'artiste. une image en microscopie. Non, non, ça a été fait par des gens associés à des biologistes à Harvard, aux États-Unis. Mais là encore, ce n'est pas de la science-fiction. C'est fondé sur des centaines et des centaines d'études très très sérieuses. Donc c'est pas une vraie image, mais pour autant, ça se passe vraiment comme ça. Disons, il y a peut-être des détails qui sont un peu flous, un peu exagérés, mais je crois qu'on est très près de la vérité quoi, avec ça. Alors, j'avais une question. Pensez-vous que la kinésine soit vivante? Question là. Qui dit oui, levez la main. Non, on ne va pas voter là-dessus. Et pourquoi pas? La kinésine n'est pas vivante. La kinésine, c'est un élément, simplement, chimique. Si un jour on veut fabriquer de la kinésine, nous, chimistes, on pourra. Simplement, on la place dans des conditions où elle va se mettre en mouvement. Et c'est ça qui est tellement, disons, surprenant ou novateur pour des chimistes, de voir qu'une molécule de la vie, qui est un objet inerte, quand on le place dans certaines conditions, il va se mettre à bouger de manière extrêmement contrôlée, parfaitement contrôlée. Voilà, soyez pas vexés ceux qui ont dit oui, c'est vivant. On peut tous se tromper, moi aussi. Maintenant, on va parler de chimie, si vous voulez bien. Donc, a priori, on change complètement de domaine et on aborde un domaine qui s'appelle la topologie moléculaire. Alors, on ne va pas définir les termes topologie, c'est trop complexe, mais il y a deux familles de molécules qui semblaient totalement inaccessibles, et maintenant, ça va nous rapprocher des travaux de mon laboratoire. Des caténanes, donc ceci c'est un 2-caténane. Alors on peut comprendre le terme. Catena, en latin ou en italien, ça veut dire la chaîne. Donc là, on a une chaîne, la plus petite chaîne que l'on puisse imaginer, avec deux maillons cycliques, entrelacés l'un dans l'autre. Et là, c'est un rotaxane. Bon, disons, on s'intéressera plus au caténane, donc cet objet. Alors, les chimistes ont rêvé de molécules comme ça pendant au moins un siècle, sans jamais réussir à les fabriquer de manière satisfaisante, disons. Donc, gros problème. Et quand on est rentré dans ce domaine, disons, on s'est dit, on va faire des caténanes. Et on va montrer qu'on peut obtenir des caténanes et les utiliser pour toutes sortes de choses. Et ça a marché. Donc déjà, les caténanes et les nœuds, ce sont des objets que l'on trouve en biologie. Il y a des milliards et des milliards de caténanes complexes, de nœuds complexes. Donc ça, c'est un nœud très simple, pardon. C'est un nœud très simple, c'est le nœud de trèfle. Mais l'ADN forme des tas de nœuds et de caténanes. Alors, on sait ça déjà depuis une quarantaine d'années. Les biologistes nous ont montré des objets magnifiques formés avec de l'ADN. Bon, bien, on est très, très intéressés, très curieux. Peut-être que l'objet le plus surprenant, c'est cette structure. Il s'agit de la structure d'un virus, HK97. Alors, ce n'est pas un virus méchant du tout avec les mammifères. Il est très méchant avec les bactéries, comme beaucoup de virus. Les virus, certains aiment bien envahir les bactéries, donc virus bactériophage qui va manger les bactéries. Il s'introduit dans la bactérie, il mélange son ARN ou son ADN avec la bactérie et boum, il peut se reproduire avec énormément d'efficacité, mais bien sûr, la bactérie, ça ne lui plaît pas, elle va mourir. Et ce virus a une membrane protéique, on a des protéines qui s'arrangent à la surface, et si l'on regarde bien, ces protéines, ce sont des anneaux, et ces anneaux sont entrelacés les uns avec les autres, donc on a une cotte de maille. C'est la cotte de maille naturelle, la plus magnifique que l'on ait jamais trouvée, et cette cotte de maille va permettre au virus, disons, d'avoir une enveloppe très résistante du point de vue mécanique, comme les chevaliers qui se battaient avec leur cotte de maille.
et en même temps très souple. Donc ça lui permettra de passer des tas de barrières et d'aller envahir des bactéries. Donc un très beau système de topologie moléculaire à l'échelle biologique. Maintenant, on va se rapprocher encore plus de la chimie et on va voir que les chimistes qui sont fascinés souvent par la biologie, aiment bien mimer certaines structures de la biologie, aiment bien mimer certaines fonctions de la biologie, et notamment le mouvement. La question qui se pose, c'est pourquoi les caténanes et les rotaxanes semblent-ils aussi intéressants en liaison avec les machines moléculaires? Alors ça va vous sembler évident, hein, mais si on a des molécules telles que celle-ci, alors je vous rappelle, ceci c'est un rotaxane, ceci c'est un autre rotaxane, ceci c'est un caténane, on peut très bien imaginer que ces molécules, on arrive à les mettre en mouvement. Si on les met en mouvement tel que c'est indiqué ici, là, on fabrique un moteur linéaire, encore, comme un piston qui bouge dans un cylindre. Ici, on n'est pas loin de fabriquer des moteurs rotatifs. Donc, les caténanes et les rotaxanes semblent très bien adaptés aux mouvements moléculaires de grande amplitude. Donc, d'abord, il fallait synthétiser des caténanes, fabriquer des caténanes et des rotaxanes de manière efficace, et ensuite se gratter un peu le crâne en se disant qu'est-ce qu'on peut en faire. Bien sûr, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est les faire bouger. Les faire bouger autant qu'on veut et se rapprocher des modèles biologiques, des machines moléculaires biologiques. Je me permets de vous interrompre, Jean-Pierre. Bien vous sûr. dites que ça semble très intéressant pour faire des micro-machines. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y avait l'exemple du vivant dans lequel ça se passe comme ça, avec ce type de molécules, ou est-ce que c'est parce qu'en réfléchissant aux éléments de base d'une machine, on arrive à la conclusion que c'est ce genre de forme qu'il faut trouver, quoi? Alors, disons, il y a deux réponses. On a eu un ami et concurrent direct. Disons, c'est le monde de la recherche, hein, ça bulle, il y a beaucoup d'émulsions, d'ébullitions, etc. Et on avait un ami pour qui le monde vivant n'a pas joué beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas beaucoup intéressé à la biologie moléculaire. Par contre, pour nous, ça a joué un rôle essentiel. Et on s'est inspiré, disons, de ce que l'on connaissait en biologie moléculaire pour essayer de mimer en partie. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, avec les deux démarches, on Oui, arrive il y a deux démarches qui au même résultat. Exactement. Oui. Alors, je vais maintenant vous raconter rapidement comment on est arrivé aux machines moléculaires. Je pense que pour les gens qui se destinent à la science, un jour, c'est une démarche qui peut les intéresser ou même les inspirer. Quand j'ai fondé mon laboratoire, moi, je sortais du laboratoire de Jean-Marie Lehn, avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ma thèse. Et là, dans ces années-là, j'étais déjà entre chargé de recherche et directeur de recherche CNRS. Et on a beaucoup travaillé sur un projet qui est très ambitieux, essayer de réaliser la coupure photochimique de l'eau en H2 plus 1,5 de O2. Donc 2 H2O donne 2 H2 plus O2. Et il faut de l'énergie pour ça. Il faut un paquet d'énergie, parce que la molécule d'eau, elle est très difficile à couper. Donc il faut de l'énergie solaire. C'est très clair. Donc c'était un grand projet, c'est un projet mondial, ça continue. Essayer de trouver des systèmes qui vont couper la molécule d'eau grâce à la lumière solaire pour produire de l'hydrogène. L'hydrogène, vous le savez sans doute, c'est le fuel idéal. C'est le seul fuel non polluant, puisqu'il produit de l'eau quand on le brûle. Donc il y a un énorme projet là-dessus. Il y a encore des tas de gens qui travaillent sur ce domaine. Très délicat, très difficile. Et quand j'ai fondé mon labo, j'étais très intéressé par ce projet. Et on a travaillé dans ce domaine. Et puis tout d'un coup, disons, il y a des molécules sur lesquelles on a travaillé qui nous ont inspirés. Et on s'est dit, mais peut-être que ces molécules, plutôt que d'essayer de faire de la photolyse de l'eau, on pourrait en faire des caténanes.
Voilà la vérité. Donc on en a fait des caténanes, mais c'est trop technique, si vous m'en voulez pas, on ne va pas passer de temps là-dessus. Simplement, ça démontre que ça peut être très productif de sauter d'un domaine dans lequel on connaît tout, on est très très à l'aise, vers un autre domaine où on en connaît beaucoup beaucoup moins, un domaine qui est presque vierge, où il y a eu très peu de travaux, et si ça marche, ça peut être vraiment très bénéfique. Donc ça l'a été pour nous. Donc le travail de synthèse des caténanes a été fait par Christiane Dietrich, Buchecker, et des étudiants de thèse avec lesquels elle a travaillé. Et on a publié ça il y a fort longtemps, en 1982. Ça, c'est la publi, hein, c'est une publication, une nouvelle famille de molécules, les métallocaténanes, et on a publié en français. Alors d'habitude, on publie en anglais. 98% de mes publis sont en anglais, mais là, on a publié en français, et c'était un clin d'œil un peu. On savait que ça serait lu, et on s'est dit, les anglo-saxons, finalement, ils ne se fatiguent jamais à essayer de lire des publis dans une autre langue que l'anglais. Là, ils vont être obligés. Donc, ils ont lu, effectivement. Vous aviez déjà pleinement conscience de l'importance, en fait, Oui. de la découverte. Disons, c'était la première fois que les caténanes pouvaient être fabriquées facilement dans un labo. En quelques semaines, on avait des grammes de caténanes. Donc, on s'est dit, tous les gens qui se sont cassés les dents là-dessus vont être intéressés. Sans douter que ça allait conduire à un prix Nobel. Oui, oui, bien sûr. Oui. On les voit, tout à fait. Disons, on ne voit pas les molécules, elles sont trop petites. Mais il y a des techniques, notamment une technique formidable, qui est la diffraction des rayons X sur des cristaux. C'est une technique très compliquée et qui est très lourde, mais qui vous permet d'avoir une vision. Hein. C'est une photo 3D. Vous avez une photo 3D de la molécule. Vous pouvez jouer avec, faire tourner, etc., mesurer tout ce que vous voulez. Et c'est une preuve totalement indiscutable de la structure de la molécule et de son caractère à deux anneaux entrelacés. Oui, absolument. Oui, oui. Crick et Watson. Donc, structure aux rayons X. Mais entre-temps, il faut dire, les techniques ont bien évolué. Hein. Pour l'ADN, ça pouvait prendre très, 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 très longtemps. Aujourd'hui, on peut faire des structures aux rayons X en 2 heures. Même de molécules compliquées. Bien sûr. Oui. Il y aura ensuite une question au milieu. Parfait. Et puis une question devant. Mais du coup, nous, au lycée, on apprend que pour faire une molécule, il faut faire des atomes. Et du coup, c'est un peu bizarre de se dire que dans les caténanes, c'est des cercles. C'est des atomes. Et du coup, c'est des atomes qui sont composés en forme de cercle. C'est des atomes. On va le voir tout de suite. Merci. Oui, oui, ce sont bien des atomes. On les représente avec des cercles parce que c'est beaucoup plus facile. Et c'est très général. Mais vous allez voir tout de suite que ce sont des atomes qui sont liés entre eux. On prend tout de suite peut-être la question qui était au centre de la salle. Et je propose qu'avant la réponse, on prenne l'autre question. Comme ça, on verra s'il y a un lien peut-être entre elles. OK. C'était juste pour vous demander, depuis tout à l'heure, vous parlez de fabrication de molécules en laboratoire, mais comment vous faites en fait pour fabriquer une molécule en laboratoire? Concrètement, en fait. Oui, la concrètement. question, je crois, est celle-là. Alors, on pose la question peut-être ici. Je vais donner. C'était vous. je vais peut-être répondre d'abord, si vous voulez. Vous préférez? Ouais, je préfère, disons, ne pas avoir à jongler avec 2 ou 3 questions. J'en profite pour dire qu'on a à peu près un quart d'heure devant nous. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? On va se débrouiller, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, comment on fabrique des molécules au labo? Donc là, ça devient vraiment extrêmement technique. Donc, il y a des techniques de synthèse. Tout d'abord, il faut avoir un plan de synthèse. C'est-à-dire qu'il faut aller en bibliothèque ou regarder sur le web dans les revues spécialisées. On a une cible, une molécule cible, qui peut être assez compliquée. Comment est-ce qu'on va fabriquer cette molécule cible? Donc là, il y a un travail intellectuel très important, très lourd souvent. Voilà, on peut utiliser des banques de données, beaucoup. Je
pense que l'intelligence artificielle aide déjà depuis longtemps. Enfin, on ne l'appelait pas intelligence artificielle, mais disons c'était ça, des gros programmes qui nous disaient, pour faire cette molécule, utilisez telle voie plutôt que telle autre, etc. Et ensuite, on se met au travail expérimental. Donc, travail expérimental, on part de molécules simples. On a devant nous un chemin. Hein, on sait qu'on doit aller de la molécule numéro 1 à la 2, puis à la 3, puis à la 4, etc. Et on démarre le travail expérimental. On va déjà de 1 à 2. 1, ça doit être très simple. 2, ça va être un peu plus compliqué. On y arrive. Supposons qu'on y arrive. On a la molécule numéro 2. Très bien, on va continuer. On va rajouter de la complexité. On va vers la molécule numéro 3, etc. Et puis à un moment, on veut aller de la numéro 9 à la numéro 10. On se casse le nez. On essaye toutes sortes de trucs. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors il faut revenir. Revenir peut-être un petit peu ou revenir au départ. Et on va avoir 1, puis 2 primes, 3 primes, 4 primes, etc. Et bien sûr, pour le chimiste, alors il est blindé, hein, le chimiste, il a l'habitude des échecs, mais parfois c'est quand même assez difficile d'admettre qu'on a travaillé pendant 3 mois sur un chemin de synthèse donné, bien donné, et qu'on est obligé de tout remettre en question. Même si on a appris des trucs en suivant ce chemin, il faut tout remettre en question pour redémarrer sur une autre voie de synthèse. Et quand on est obstiné, on y arrive. De toute façon, on y arrive. Et c'est les joies de la recherche, hein, que oui, cette façon c'est les joies de la fonctionner. recherche. Mais il faut savoir qu'en recherche, disons que ce soit en chimie ou dans d'autres domaines, on passe beaucoup de temps en échec. Hein, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se demander si on arrête, il faut juste se demander comment on va résoudre le problème. On va tourner autour de la difficulté, et en général, on tourne autour et on y arrive. On prend la question de madame. Je ne vous entends pas bien. La question est de savoir Diffraction. ce que signifie diffraction, hein, je crois, c'est ça. Oui. Ah, La diffraction de la des- technique. Oui, Diffraction des rayons au rayon X. X. Ou... Alors, on prend un cristal, et un cristal hein, de belle qualité. Aujourd'hui, on peut prendre des cristaux très petits, un micron. Et dans le temps, il fallait des cristaux de, je ne sais pas, 1,5 cm. Et ce cristal est un arrangement ordonné, parfait, d'atomes, avec des distances bien connues, des angles bien, enfin, disons, bien déterminés dans le cristal entre les atomes. Et lorsque des rayons X arrivent sur ce cristal, ils vont être diffractés. Ils vont être diffractés en fonction de la disposition des atomes qui sont dans le cristal. Et c'est grâce à ça, ensuite on étudie les clichés de diffraction, c'est grâce à ça qu'on arrive à localiser ensuite ces atomes. On arrive à savoir où ils étaient. En fait, la diffraction produit ensuite une image, Oui, voilà. des tâches. Oui, enfin, C'est ça, hein, dont la... c'est très complexe. Hein. Absolument. Aujourd'hui, c'est des boîtes noires. Hein. Mais à partir de l'image liée à la diffraction des rayons X, on remonte à la structure. Exactement, c'est du cristal. exactement ça. Oui. On continue? OK, si vous voulez. Oui. Avec plaisir. Donc, un quart d'heure. Hein, ou 10 minutes. 10 minutes maintenant. Oui, oui. Non, j'ai compris. Alors, attendez, on en était... C'est de bonne guerre. Voilà. Donc, voici exactement les rayons X, à la structure aux rayons X, des deux molécules qu'on a faites. Alors, on a ici un caténane. J'espère que vous voyez qu'il y a 2 anneaux entrelacés, avec un atome de cuivre au milieu, et ici, 2 anneaux entrelacés. Les mêmes squelettes organiques, mais bien sûr complètement différents du point de vue de la géométrie. Et ce sont les structures aux rayons X. Donc c'est vraiment une photo 3D. Hein. La résolution, là, n'est pas très très bonne sur l'écran, mais disons, on a une photo d'une précision parfaite. Et voilà, donc on a toutes les informations géométriques sur la molécule. Alors, juste pour vous dire, on a été très intéressé par la topologie moléculaire et on a fabriqué des caténanes complexes, des nœuds, notamment le nœud de trèfle,
Donc ce sont des paris de synthèse. Et toujours de la même manière, quand on a une molécule qui est complètement nouvelle, on peut espérer des propriétés complètement nouvelles. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est intéressé à ces propriétés. Donc je vais maintenant parler des machines moléculaires, et notamment la première machine moléculaire qu'on ait construite, c'était un caténane, donc de nouveau. Alors, on va peut-être, si on n'a que 8 minutes, si je calcule bien, on va passer cette diapo. Si je me permets sur le temps, c'est parce que je crois que vous avez rendez-vous à 13h15 et oui. Il faudrait un petit peu de temps pour que vous puissiez dédicacer votre livre au Petit Théâtre. Non, mais c'est pour vous dire, après nous, on peut rester jusqu'à 14h avec vous. C'est pour être gentil, c'est bien. Oui. Non, mais on va... Bon, voilà, je vous présente juste une vidéo qu'on a faite. En tout cas, si on se donne jusqu'à 13h, à peu près, on est bon. Non, mais on va aller vite, vous inquiétez pas. Donc ceci, c'est un atome de cuivre. Et alors les scolaires savent sans doute que le cuivre a 2 degrés d'oxydation principaux, le cuivre 1+, monovalent, et le cuivre 2+, divalent. Est-ce qu'ils savent ça, nos amis scolaires? Qui sait ça? Levez la main, c'est cuivre un sondage, c'est pas un vote. Cuivre 2+. Bon. Non. C'est pas au programme, je pense. Oui, bien sûr. Non. Moi, je me renseigne. Hein. OK. Ah, c'est vrai, les degrés d'oxydation? Oui. OK. Alors, désolé, alors, mais... Donc, il y a 2 états du cuivre, on va dire, qui sont dus au nombre d'électrons qu'on leur injecte ou qu'on leur retire. Et là, on a un cuivre 1+, on lui arrache un électron, et le système va se réorganiser. Donc là encore, ce n'est pas du tout de la science-fiction, hein. Ce sont des données expérimentales très précises, et on fait tourner cet anneau, on le fait osciller d'une position vers une autre position. Juste pour vous montrer qu'on n'a pas été les seuls dans ce domaine, et, disons, il y a eu énormément de travaux, mais il y a notamment un moteur rotatif qui a été synthétisé aux Pays-Bas par Feringa et ses collaborateurs. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, tant pis pour lui. Il y a une navette moléculaire qui a été faite. Donc ça, ce sont les premiers systèmes. Et cette navette moléculaire, donc, ça permet de faire déplacer un anneau d'une station verte vers une station rouge et de revenir. Alors ça a conduit à des trucs bien intéressants, et notamment ça a permis aux gens de faire une mémoire électronique fondée sur des molécules. Donc il y a tout un domaine, molecular computing, donc essayer de penser ordinateur, mais avec des molécules. Il y a eu ces travaux très spectaculaires où les gens ont pris un rotaxane, donc on ne va pas maintenant le discuter, mais ce rotaxane va nous permettre d'écrire 1 ou 0. Ensuite, on pourra lire en mesurant la conductivité électrique de ce fil, ici, et ensuite on pourra effacer. Donc c'est un papier important qui a eu beaucoup d'impact. Donc une mémoire électronique de 0,02 mégaoctets, hein, ce qui n'est pas du tout nul, et une densité d'information, de stockage d'informations qui est spectaculaire, qui est supérieure à ce que l'on sait faire aujourd'hui avec des semi-conducteurs. Je vais terminer, disons, avec un système qui nous a beaucoup plu, enfin qui a beaucoup intéressé la communauté. On a fait un muscle moléculaire. Donc ce muscle moléculaire ressemble par certains côtés à nos muscles. Donc nous, on bouge grâce aux muscles striés, et les muscles striés fonctionnent en faisant glisser des filaments les uns sur les autres. Donc on a des filaments fins, en rouge, des filaments épais, en bleu, et lorsqu'on fait coulisser ces filaments, les uns le long des autres, on peut contracter nos muscles ou on peut détendre nos muscles. Et on s'est dit, on va essayer de faire ça avec des molécules de synthèse. Alors c'est très complexe,
mais ça marche très très bien. Donc on a fait une molécule telle que celle-ci, qui fait 8 nanomètres de long. Donc vous voyez, il y a un anneau qui est enfilé par un axe bleu clair, l'autre anneau bleu clair qui est enfilé par un axe bleu foncé. Et cet anneau, maintenant on lui parle, on lui envoie un signal chimique, et il va se contracter. De 8 nanomètres, il tombe à 6 nanomètres, et puis on peut revenir à 8 nanomètres avec un autre signal. Voilà, donc on a appelé ça un muscle moléculaire de synthèse, et ça s'est très bien vendu dans la communauté scientifique. Alors, on va peut-être passer tout ça. Bon, les applications, je crois qu'on va passer ça. Pour le moment, il y a quelques applications, mais rien d'absolument révolutionnaire. Ce que je voudrais juste mentionner, et c'est extrêmement important, c'est ce que je viens de vous raconter, c'est collectif. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de manips. Il y a eu des tas de gens dans mon labo qui ont fait les manips. En même temps qu'ils faisaient les manips, ils avaient des idées, ils amenaient des concepts. Donc la recherche expérimentale, elle est collective. Là, je parle au nom d'une équipe. Cette équipe a eu un rôle absolument déterminant. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont bossé dans ce domaine. Notamment, ce sont des chercheurs permanents du CNRS ou des professeurs de l'université avec qui j'ai eu le bonheur et la chance de travailler. Et il y a eu beaucoup d'autres personnes, des chercheurs qui ont fait leur thèse. Il y a eu des dizaines et des dizaines de chercheurs qui ont fait leur thèse dans notre équipe. Il y a eu des chercheurs post-doc, donc des étrangers qui viennent passer 1 an ou 2 ans dans un labo, en France, le nôtre en particulier. Et tout ça sont des gens qui sont venus bosser chez nous. Voilà, et Mathieu, je crois que je m'arrête là. C'est parfait. Mesdames et messieurs, Très bien. Jean-Pierre Sauvage. On a peut-être le temps pour une question. Moi, j'ai une petite question. Si on n'a pas dans la... Non, monsieur, vous avez une question. Monsieur en bleu. Ma question, c'était, vous n'avez pas trop eu le temps de parler des signaux, mais j'imagine que comme c'est tout petit, la difficulté pour l'appliquer de manière utilisable, ça va être de contrôler les signaux, parce que dans les muscles, c'est juste un calcium ou ça. Mais pour les petites molécules, c'est comment on fait pour contrôler le nombre d'électrons qu'on leur envoie, vu que c'est tout pour envoyer un signal à la molécule. Vous voulez dire comment on fait pour finalement envoyer le signal de contraction? Oui, c'est oui. ça Yes. Alors, disons, le signal idéal, c'est le photon. Si on irradie une molécule, et il y a des tas de systèmes comme ça, disons, le photon trouve sa molécule et le signal est envoyé. Ensuite, il faudra envoyer un deuxième signal pour revenir, si on veut un système réversible. On peut envoyer un autre photon avec une longueur d'onde différente. Il y a beaucoup de systèmes fondés là-dessus, ou simplement chauffer ou envoyer un signal chimique. Alors, donc il y a eu des signaux chimiques également, un petit peu comme en biologie. En biologie, c'est toujours un signal chimique, pratiquement. Mais je voudrais aussi peut-être lever une ambiguïté, c'est que les molécules sur lesquelles on travaille, en général, on les étudie à l'état de collection de molécules. On prend 1 millilitre d'une solution, c'est bien sûr des milliards et des milliards de molécules, et collectivement, elles se comportent toutes de la même manière. Et il y a une autre approche qui est peut-être plus ambitieuse et beaucoup plus difficile, de déposer une molécule sur une surface, une molécule isolée, et ensuite de la regarder avec des techniques de microscopie à champ proche. Je ne sais pas si ça vous parle. Et ensuite de voir la molécule, de la voir bouger. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Encore peut-être une question? Oh, ils sont fatigués. Moi, j'ai une toute petite question, peut-être avec une réponse en une phrase. Vous parliez d'applications à venir, pas encore tout à fait nettes. Est-ce qu'on a néanmoins une idée du genre de domaine où on va trouver les premières applications de ces moteurs moléculaires? On ne peut pas avoir ce genre d'idée, je crois.
j'en ai peur. Mais disons, il y a des domaines évidents. Il y a le stockage d'informations et traitement d'informations, donc vers du molecular computing. Ça réglerait des tas de problèmes par rapport aux data centers, qui sont d'énormes machines à chauffer l'atmosphère. Il y a en nanomédecine, disons, transporter des drogues, transporter des médicaments qui vont aller trouver une cible, par exemple une cellule maligne, une cellule cancéreuse, déverser la drogue pour tuer la cellule. Il y a beaucoup de travail là-dessus en ce moment. Et voilà, ce sont les trucs principaux. Et ça, c'est du travail pour la jeune garde qui est ici. Exactement, ouais, on compte sur eux. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie 2016. Merci de votre attention. Jean-Pierre Sauvage qui sera encore quelques minutes avec nous dans le hall du Petit Théâtre pour la dédicace de son livre « L'élégance des molécules » qui a été publié chez Humaine Science. Je vous souhaite un bon appétit.